Déjà, certains médecins m'ont dit que pour les malades qui étaient en ambulatoire, puisque comme ils venaient en grand nombre, il y a certains qu'on ne pouvait pas hospitaliser. Ils avaient donc les cas qui étaient les moins graves, ils hospitalisaient les cas graves et les très graves. Donc, les cas graves et les complications, on les hospitalisait. Les autres, ils les traitaient en ambulatoire. Donc, ceux qui arrivaient à acheter leurs médicaments partaient avec l'ordonnance, achetaient leurs médicaments, sauf que il y en a même un qui m'a juré qu'il met sa main au feu, il ne pense pas qu'il y ait eu un malade qui a eu tout son traitement complet. C'est des médicaments qui coûtent cher. Les protocoles, on les connaît. Les médicaments coûtent très cher. Ils commencent 2, 3 jours, ils s'arrêtent. Il va un peu mieux, il s'arrête. Et quand l'autre, le voisin, est malade, il lui dit, moi, on m'a donné ceci. Vous Et comprenez que l'autre obligé d'acheter le même produit il ne va acheter que le même automédical. produit sans savoir à quel stade de la maladie, lui, parce que tu peux être à un stade de complication déjà. Mais donc, sans aller voir le médecin, comme le voisin a été traité par ce médicament, et il le prend, Il faut en sorte une automédication. automédication, effectivement. Voilà. Donc, il y a eu tous ces problèmes-là qui ont compliqué l'épidémie de la shigellose à Dolisie. Maintenant, la chirurgie, comme je disais, effectivement, on m'a dit qu'il n'y avait pas de kit. Je pense que l'épidémie aurait pu être contrôlée. Surtout que vous avez vu le nombre des cas, 1000 et quelques pour un pays, ce n'est pas grand-chose. Ça pouvait être contrôlé. Cependant, le retard de réaction, l'absence des antibiotiques a emmené des complications. Les perforations dont j'ai évoqué font partie de ces complications. Donc, on n'y arrive que quand il s'agit de complications chez des patients non traités ou maltraités. Et pour la plupart, ce que nous avons appris des sources sûres, c'était le manque d'antibiotiques au départ. À partir du moment où il n'y en avait pas, eh bien, certains patients se compliquaient et une fois que tu compliques, malheureusement, il faut opérer. Sauf que la ville de Dolisie, troisième ville du Congo, Brazzaville, près de 250 000 habitants, la seule personne qui se tenir le bistouri dans tous les centres de santé à Dolisie est un gynécologue qui va se reconnaître, dont je ne prononce pas le nom, un gynécologue. Aujourd'hui, donc, selon les informations Pardon, que nous docteur, avons. s'il vous plaît, docteur Clément Ikapi. Vous êtes en train de nous dire qu'à Dolisie, le seul chirurgien est vous avez dit, Un comment gynécologue. vous appelez ça? Un gynécologue. C'est ça. Et en Ben, dehors de lui, il n'y en a pas d'autre. Bonjour, docteur Clément Ikapi. Monsieur Perrin, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes médecin anesthésiste, réanimateur, praticien hospitalier. Nous allons évoquer la situation sanitaire qui prévaut au Congo, au Brazzaville notamment, l'épidémie de la shigellose à Dolisie. On parle d'une triple épidémie. Le choléra, la fièvre typhoïde et la shigellose qui continue à sévir dans la troisième ville du Congo-Brazzaville depuis bientôt 2 mois. Aussi curieux que cela paraît, c'est que le gouvernement congolais qui vient d'organiser les élections sénatoriales à coups de milliards, bien entendu, est démissionnaire quant à une bonne prise en charge des malades de cette épidémie. Une deuxième collecte de fonds privés, et c'est l'information que nous avons reçue, vient d'être initiée, sinon organisée, pour venir en aide aux malades de cette épidémie. Avant d'entrer de plein pied dans notre sujet, j'aimerais comprendre avec vous, docteur,
À quel moment parle-t-on d'une épidémie, sachant qu'au Congo-Brazzaville, la fièvre typhoïde, par exemple, est une maladie endémique? Merci, monsieur Perrin. Euh, on parle d'épidémie. En fait, il y a deux cas. Il y a le cas des maladies endémiques et des Mhm. maladies strictement épidémiques. Prenons l'exemple du choléra, par exemple. Le choléra, c'est une maladie qui est très souvent épidémique. C'est-à-dire que la présence d'un seul cas suffit pour déclencher une épidémie. Cependant, pour ce qui est des maladies endémiques, il y a une notion de seuil. Quand les malades atteignent un certain seuil, un certain nombre, que je ne peux pas décrire ici parce que chaque pays a son seuil en fonction du nombre de cas endémiques. Donc, chaque pays essaie de trouver le seuil qu'il faut pour déclencher ce qu'on appelle une alerte. Donc voilà, c'est ces deux cas, comme je vous dis. Premier cas, pour les maladies strictement épidémiques, un seul cas suffit. Pour les maladies endémiques, il y a une notion de seuil. Quand on atteint ce seuil, qui est prévu par avance, on déclenche l'alerte. Et donc, dans le cas, par exemple, de Dolésie, donc la troisième ville du Congo-Brazzaville, on parle d'une triple épidémie. Cela veut dire que les trois maladies ont dépassé un seuil, c'est ça? Peut-être pas les trois. Il y a la troisième, c'est le choléra, qui est une maladie presque toujours épidémique. Donc, pour celui-ci, un seul cas suffit. Pour le choléra, un seul cas suffit. Par contre, pour la fièvre typhoïde, qui est endémique, pour la shigellose, qui est elle aussi endémique, évidemment, il y a eu une notion de seuil. Mais le seuil, par exemple, de la fièvre typhoïde, c'est pour ça que je vous ai dit qu'il n'y a pas, je ne peux pas vous donner un chiffre, puisque le seuil de la fièvre typhoïde n'est pas le même que celui de la shigellose. Alors donc, parlons de la shigellose, bien qu'on parle de la triple épidémie. La shigellose d'abord à Dolisi, selon les informations que nous disposons aujourd'hui, c'est que la prise en charge pose encore problème. Plus d'un mois après, bien sûr, que 1200 cas aient été identifiés. Je ne sais pas si cela a évolué, comment ça se passe. Et puis, ce qui est curieux en plus, c'est que les informations semblent être, c'est-à-dire on n'a pas vraiment accès aux informations de cette situation qui prévoit à Dolisie. Est-ce que vous, à votre niveau, vous avez quelques informations? Alors, bien évidemment, la communication a été un peu étouffée, effectivement. Je ne sais pas pour quelle raison. Avant de répondre à votre question, je voulais d'abord euh, expliquer ce que c'est que la shigellose. Je vous en prie, oui. C'est vrai que tout le monde en a parlé, chacun a donné sa définition. En fait, la shigellose, c'est quoi? C'est une maladie diarrhéique, donc intestinale. On est d'accord. Très contagieuse et elle est due à une bactérie qu'on appelle Shigella. C'est comme ça que ça s'appelle. C'est une bactérie à gram négatif. Elle se Mhm. transmet par voie féco-orale. Là aussi, il faut qu'on comprenne bien les termes. Féco-oral veut dire fécal vient de sel, oral, c'est la bouche. Donc, c'est une maladie qui part des selles, contact des selles, vers la bouche par l'intermédiaire de la main, parce que c'est souvent Oui, la main qui en a. en français facile, on dira quoi? Par exemple, le fait de manger un aliment qui est contaminé par des sels ou Voilà. voilà. Contaminé par des selles mal lavées, mal nettoyées ou pas du tout cuits, des selles humaines qui viennent par la bouche, à partir des mains, à partir de l'eau sale, à partir des fruits, à partir des légumes, des fruits mal lavés, mal nettoyés, à partir des légumes pas cuits ou très peu cuits, tous souillés par de l'eau qui n'a pas été chauffée ou des fruits qui n'ont pas été pelés. La Alors, vous dites, shigellose, pardon, docteur, vous dites des aliments contaminés par des sels, n'importe quel sel, ou bien des sels qui contiennent, je ne sais pas comment vous avez appelé ça, la shigella, c'est ça. du Shigella. Oui, oui, oui. Évidemment, ce sont les sels qui contiennent Shigella, puisque ici, je viens de vous dire que c'est une maladie endémique. La shigellose est une maladie endémique
au Congo-Brazzaville. Ça veut dire qu'il y a des gens qui se baladent avec ça dans le ventre et il suffit de faire les selles de façon inappropriée, les eaux de pluie, les eaux de ruissellement, peu importe, ou alors quelqu'un qui vient des toilettes qui n'a pas correctement lavé ses mains, qui va toucher les poignées de porte, le volant de voiture, les clés, le téléphone. Bref, vous voyez, tout ce qui peut être échangé entre humains peut être donc à l'origine de cette maladie. Maintenant, quand il y a une épidémie, il y a quand même une raison. Jusqu'aujourd'hui, voilà pourquoi j'ai dit que l'information, jusqu'aujourd'hui, en tout cas, à ma connaissance, personne ne peut encore dire quelle est l'origine exacte de l'épidémie. On sait que c'est le germe, on l'a trouvé, mais comment se fait-il que la maladie qui est endémique est devenue épidémique? Jusqu'aujourd'hui, personne ne peut nous le dire. Pour continuer avec la shigellose, je voulais aussi dire que en cas d'épidémie, non seulement l'épidémie, la shigellose se manifeste comment? Elle se manifeste par une diarrhée, ça on l'a dit, par des céphalées, tout le monde l'a aussi dit, des douleurs abdominales, des vomissements, des nausées, et c'est une maladie qui est une humaine. La shigellose est une maladie strictement humaine. Elle ne vient pas par les animaux, ni par les plantes, c'est toujours d'homme à homme. Autre chose qu'on oublie, et c'est très important, les nouvelles pratiques sexuelles, les gens oublient ça, les nouvelles pratiques sexuelles sont aussi à l'origine de l'endémicité de cette maladie dans nos régions tropicales pauvres. Ça, il faut le retenir. C'est une maladie mortelle puisque dans les complications, il y a des hémorragies digestives, il y a des perforations digestives, il y a des péritonites, des insuffisances rénales et des états de choc. Voilà ce que je voulais dire pour la shigellose, pour que les gens retiennent bien que c'est une maladie potentiellement grave. Alors, vous dites, vous avez parlé de la perforation, c'est ça, des intestins, c'est une des Oui, conséquences de cette exactement. maladie. Et dans le cas de la shigellose, puisque c'est de cela qu'il s'agit, quelles seraient normalement les premières mesures sanitaires appropriées lorsque l'épidémie est déclarée pour tenter de la contenir? Alors, c'est une très bonne question, M. Perrin. Mais avant, il faut qu'on se dise une chose. Dans tout pays qui se respecte, il y a ce qu'on appelle une cellule de veille sanitaire. C'est quoi la cellule de veille sanitaire? Eh bien, c'est une cellule qui est responsable de la qualité de soins et de la sécurité des patients. C'est elle qui organise la veille et la sécurité sanitaire. Évidemment, elle ne l'organise pas tout seul, sous effectivement le contrôle des épidémiologistes, parce qu'il faut un épidémiologiste. Veille sanitaire, c'est quoi? C'est quoi veiller? Veiller, c'est pas seulement être Dans l'éveil, ne pas vigilant, dormir, mais rester il faut vigilant. être éveillé et surveiller, observer en permanence. C'est la première chose. Comment? Eh bien, en recueillant toutes les informations, toutes les données qui viennent de toute la nation. C'est-à-dire, si c'est une cellule de veille sanitaire nationale, évidemment, la maladie est transmise. La présence de la maladie est transmise par les soignants auprès de leur tutelle qui va transmettre à l'équipe de veille sanitaire. Très rapidement, on organise, l'équipe de veille sanitaire analyse, valide, les actualise et, si besoin, vérifie la localisation, vérifie aussi ce qu'on appelle la gravité de l'épidémie et s'adresse, heureusement d'ailleurs, à l'État, disons ça comme ça, hein, s'adresse aux Eh bien, dirigeants. pendant que vous êtes en train de parler de cette veille, docteur, dans le cas, par exemple, de Dolisie, et ce sont les premières informations qu'on avait eues, c'est que l'alerte avait été donnée par des parents, c'est-à-dire
les familles des malades, hein, qui ont commencé à donner cette information. Est-ce pour dire que finalement, je ne vais pas prendre le Congo dans sa globalité, mais parlons de Dolisie. Donc cela veut dire qu'à Dolisie, il n'existe pas cette équipe de veille. C'est difficile que je dise qu'il n'existe pas. Des informations que j'ai, l'équipe médicale de Dolisie a bien lancé l'alerte. Fin juin 2023. La réaction gouvernementale a eu lieu mi-juillet 2023. Oui, le 13 juillet, en Voilà. annonçant 1200 cas déjà voilà, recensés. Il y a des gens, des collègues avec qui nous avons discuté, qui nous ont bien affirmé que l'alerte depuis fin juillet que ça avait été donné. Fin juin, vous avez dit. Fin juin 2023, et ils ont reçu une réaction mi-juillet 2023, donc 2 semaines après qu'il y ait déjà Alors, eu des morts. ouvrons d'abord cette petite parenthèse. L'alerte donnée disons, fin juin 2023, la première réaction, c'est-à-dire officielle du gouvernement, n'a eu lieu que 2 semaines plus tard, le 13 juillet 2023. Dans les 2 semaines, entre les 2 semaines, qu'est-ce qui pouvait se passer concrètement? Vous êtes prudent. J'allais dire, entre les 2 semaines, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, Si je peux me permettre ça au conditionnel, oui. il s'est Que passé s'est-il passé alors? qu'il y a eu des complications, qu'il y a eu des décès, qu'il y a eu tout ce qu'on peut imaginer, effectivement, devant une épidémie non prise en charge. Ça veut dire que c'est un peu de la négligence. C'est le terme qu'il faut utiliser. Ben, on ne peut pas éviter d'utiliser ce terme, à croire que le laisser mourir, c'est la règle, quoi. Parce que Alors deux donc nous semaines étions plus sur les tard, mesures, vous étiez en train de répondre sur les mesures appropriées qu'il fallait prendre dans le cas, par exemple, de cette épidémie, pour limiter tout de même les dégâts. eh bien, pour limiter des dégâts, il y avait plusieurs choses à faire. La première chose, et ce qui devait se faire de toute façon tout le temps, c'est communiquer. Communiquer, éduquer, parce que c'est important. On communique, on dit que voilà, il y a telle chose, et on vous dit comment l'éviter. Donc, on communique, on éduque, on conscientise, de telle sorte que les gens soient au courant et fassent désormais attention. Et après, on veille, on surveille, c'est-à-dire on voit est-ce que on respecte les consignes qui ont été données. Or, pour le cas de Dolisie, il a même semblé que pendant la même période, on a ouvert des kermesses, c'est-à-dire là où les gens devaient se regrouper, devaient manger dans la rue, devaient boire dans la rue, de l'eau qu'on vend à la sauvette, des fruits, des légumes, bref, tout ce qui peut malheureusement euh, contredire toutes les mesures qu'on prend en amont. Ce sont des choses qui devaient être, même si on était en été, des choses qui devaient être prohibées pendant toute cette période, surtout au moment du pic qu'il a eu en mi-juillet. Est-ce que cela veut dire simplement parce que l'information, mais puisque l'information a été donnée mi-juillet, vous avez parlé du pic en juillet, et il y a eu malheureusement, malgré cela, il y a eu des kermesses, les gens ont continué à vaquer à leurs activités. Est-ce que cela veut dire que le système de santé n'a pas bien fonctionné? C'est ce système qui devait donner l'information et demander de sorte qu'on puisse suspendre certaines activités, sinon passer à la veille, non? Tout à fait. La cellule de veille sanitaire dans les départements est sous la responsabilité du préfet du département. C'est le préfet qui prend toutes ces mesures, tous ces arrêtés pour interdire certaines activités. Ce fut le cas, m'a-t-on dit, pendant la COVID-19. Les gens avec qui j'ai discuté, des collègues
les parents nous ont dit que pendant la COVID, effectivement, il y avait des mesures qui étaient mises en place et respectées parce que c'était surveillé. On ne pouvait pas faire ce qu'on veut parce que il y avait une surveillance, l'État veillait quand même. Mais cette fois-ci, il y a eu un laisser-aller. Les quartiers qui étaient les quartiers comme le quartier Bakongo et un autre quartier dont je n'ai plus le nom, ces deux quartiers n'étaient pas isolés. On pouvait rentrer, sortir comme on veut. On mangeait comme on veut. Il y a quelques personnes qui respectaient, mais quand il y a une partie qui respecte, une autre ne respecte pas, en fait, il n'y a pas eu coercition. Parce qu'en ce moment-là, il faut quand même des mesures coercitives pour que les gens respectent. On connaît comment on est. Malheureusement, ce ne fut pas le cas, me semble-t-il. Des Alors, informations moi, que je j'ai. reviens sur un aspect que vous avez évoqué, la perforation des intestins. Et dans un premier temps, nous avons vu des gens venir avec des médicaments, voilà, des dons, il faut appeler ça comme ça. Donc, en dehors des fonds qui avaient été collectés pour soutenir l'action, d'autres ont apporté des médicaments, on a parlé des antibiotiques. La question qu'on se posait, euh, ces antibiotiques, ces médicaments qui avaient été apportés en don, pouvaient-ils servir correctement ou bien il fallait d'abord procéder par un diagnostic avant d'aller acheter les médicaments. Et donc, est-ce que cela a été efficace, cette procédure, cette façon de faire était efficace pour contenir la maladie ou l'épidémie, d'apporter comme ça des médicaments parce qu'on a trouvé des antibiotiques quelque part et puis on a apporté à l'hôpital. Alors que vous parlez ici de la perforation des intestins, cela veut dire qu'il y a nécessairement l'intervention des chirurgiens. Tout à fait. Alors, il faut distinguer plusieurs Et choses dans dans le votre même question. sens, pendant que vous allez répondre, docteur, il faut peut-être qu'on rappelle que les antibiotiques sont spécifiques à des maladies. Ce n'est pas n'importe quel antibiotique qui traite n'importe quelle maladie. C'est bien cela, Monsieur Perrin. Ce que je voulais dire à ce propos, c'est ceci. Que ce soit la, la shigellose, que ce soit la salmonellose, au premier rang desquels il y a ce qu'on appelle la fièvre typhoïde, parce que la fièvre typhoïde, c'est une salmonellose. Chez nous, souvent, quand on dit salmonellose, c'est la fièvre typhoïde, à 90%, 95% des cas. Donc, que ce soit la shigellose, disais-je, que ce soit la salmonellose, que ce soit le choléra, le traitement, on le connaît, il est codifié. Ce sont des antibiotiques, certaines familles des antibiotiques. Ça veut dire quoi, Monsieur Perrin? Ça veut dire que il avait suffi, au tout début de l'épidémie, d'avoir suffisamment des antibiotiques. Je pense que l'épidémie aurait pu être contrôlée. Surtout que vous avez vu le nombre des cas, 1000 et quelques pour un pays, ce n'est pas grand-chose. Ça pouvait être contrôlé. Cependant, le retard de réaction, l'absence des antibiotiques a emmené des complications. Les perforations dont j'ai évoqué font partie de ces complications. Donc, on n'y arrive que quand il s'agit de complications chez des patients non traités ou maltraités. Et pour la plupart, ce que nous avons appris des sources sûres, c'était le manque d'antibiotiques au départ. À partir du moment où il n'y en avait pas, eh bien, certains patients se compliquaient et une fois que tu compliques, malheureusement, il faut opérer. Sauf que la ville de Dolisie, troisième ville du Congo, Brazzaville, près de 250 000 habitants, la seule personne qui se tenir le bistouri dans tous les centres de santé à Dolisie,
est un gynécologue qui va se reconnaître, dont je ne prononce pas le nom, un gynécologue. Aujourd'hui, donc, selon les informations Pardon, que nous docteur, avons, s'il vous plaît, docteur Clément Ikapi, vous êtes en train de nous dire qu'à Dolisie, le seul chirurgien est vous avez dit, un comment gynécologue. vous appelez ça? Un gynécologue, c'est ça. Et en Ben, dehors de lui, il n'y en a pas d'autre. en principe, pour bien dire les choses, il n'y a pas de chirurgien, puisque le gynécologue n'est pas considéré comme un chirurgien. Le gynécologue obstétricien est gynécologue obstétricien. Le chirurgien est chirurgien en fonction de la spécialité. Il n'y a pas de chirurgien digestif, il n'y a pas de chirurgien orthopédique en chirurgie des os, il n'y a pas de chirurgie de l'œil, il n'y a pas de chirurgie de l'oreille, ainsi de suite. Il n'y a pas de chirurgie de la face. Attendez, Il n'y a mais pas. on parle à Dolisie. À Dolisie, on nous parle d'un hôpital général. Ah, moi que je me trompe. Il y a un hôpital général à Dolisie. Oui, c'est dans cet hôpital général que qu'on trouve effectivement ce fameux gynécologue dont je parle. Pas de chirurgien. Il n'y a Pas de. aucun chirurgien, j'ajoute quand même permanent, parce que pendant la crise, on a opéré à Dolisie, mais on a opéré, les chirurgiens venaient de Brazzaville. Il y en a eu 2 qui venaient opérer. M'a-t-on dit, prise en charge par l'hôpital de Dolisie. N'est pas prise en charge par, parce Par le que, gouvernement, par l'hôpital, vous avez dit. par l'hôpital. Des sources sûres. Ces chirurgiens sont pris en charge par Oui, mais l'hôpital. c'est quand même curieux. Dans une ville où on déclare déjà dès le 13 juillet 2023 plus de 1000 cas déjà recensés, et probablement qu'il y avait déjà eu des décès, comme vous l'avez dit. Il y en avait Et déjà eu, oui. dans cette ville, il n'y a pas de chirurgien. Et on fait venir, à la rigueur, 2 chirurgiens. Pour combien de malades comme ça? Ah non, en cas d'épidémie, là, on ne peut pas savoir combien de malades. Ils opéraient comme ça à tour de bras. Je ne sais pas si on avait tout ce qu'il fallait, mais en tout cas, les pauvres ont opéré à tour de bras. Certains ont été envoyés vers Pointe-Noire. Je n'ai pas souvenir Oui, mais moi, que. je pose cette question expressement exprès plutôt, parce que nous avons reçu des informations comme quoi le gouvernement ne voulait pas communiquer sur le nombre, par exemple, de décès, ne voulait pas donner des statistiques, alors que, à côté, évidemment, nous sommes dans un monde interconnecté. Aujourd'hui, une information, voilà, qui vient du Japon, de la France, on l'a à la première seconde. Et là, nous avons plutôt reçu des informations comme quoi il y avait beaucoup de décès, les gens mouraient. Mais là, le gouvernement congolais n'a pas voulu communiquer. Et on comprend aisément pourquoi, par rapport à ce que vous êtes en train de nous expliquer alors. Au niveau national, il y a une cellule de veille sanitaire. Et je suivais le journal de la cellule de veille sanitaire. Effectivement, ils informaient là-dessus. Mais bon, il fallait peut-être rentrer dans certains. Il fallait ouvrir certaines portes. Oui, oui, oui. Maintenant, je ne sais pas jusqu'à quel niveau ils ont communiqué, mais en tout cas, moi, ça m'arrivait, cette information. Chaque semaine, ils lançaient ce qu'ils appellent le CITREP. C'est un diminutif anglais, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais en fait, ça veut simplement dire qu'il faisait le point hebdomadaire. Sauf que certains de nos collègues mettaient en doute les statistiques parce que par rapport à ce qu'ils voyaient, ce qui se passait, ils trouvaient que les statistiques étaient biaisées. Sinon, Évidemment, l'information était donnée. c'est un peu ce hiatus, c'est un peu cette différence dont je fais état ici, parce que c'est le constat, hein, tout le monde a constaté cela, le gouvernement congolais n'a pas vraiment voulu communiquer sur les vraies statistiques. Bon,
Vous me dites que, bon, il y a Celles-ci sont eu. des statistiques officielles. Comme on n'avait pas d'autres statistiques à mettre sur la balance, on considère que c'était celle-là. Voilà, on peut pas, parce que il aurait fallu que les autres donnent les leurs, mais bon, malheureusement, on les a pas eus. C'est des gens qui se disaient que non, on dit simplement tant de morts, non, je ne suis pas sûr, parce que dans tel quartier, voilà, dans tel ceci, dans cela. Voilà, aujourd'hui, par exemple, il y a 7 morts dans le quartier Intel, il y a 2 morts dans le quartier Intel, ça fait déjà 8. Bon, mais là, ils disent qu'il y en a 9, alors que hier, il y en a eu 7. Enfin, bref, c'est un peu comme ça qu'ils réagissaient. Bon, ça, malheureusement, Alors, docteur Clément Itapi, est-ce qu'on peut parler du ratio? Par exemple, ici, vous avez dit Dolisie, une ville de près de 250 000 habitants, c'est cela. Bon, nous parlons, c'est vrai, de la chigoulose ici et qui nécessite normalement des chirurgiens. Mais parlons un peu du ratio. Dans une ville comme Dolisie et à l'hôpital général de Dolisie, combien de chirurgiens devrait-il y avoir? alors, à mon niveau, c'est difficile de vous le dire. Cependant, ce que je vais dire va peut-être éclairer certains. Dolisie a 2 hôpitaux généraux. Il y a l'hôpital qu'on appelle hôpital général, c'est le plus grand, le plus moderne, où il y a à peu près tous les services, chirurgie y compris. Et il y a ce qu'on appelle l'hôpital de base. C'est le premier hôpital qui a existé à Dolisie. La plupart des ressortissants, des jeunes qui sont ressortissants de Dolisie sont nés là. Et puis, il y a entre 7 et 8 CSI, donc des centres de soins intégrés, donc qui sont des hôpitaux secondaires dans les différents quartiers. Il y en a entre 7 et 8. Le ratio médecin-malade, avant de parler des chirurgiens, le ratio médecin-malade, selon l'OMS, c'est 2,3 médecins pour 1000 habitants. Bon, vous comprenez comment on ne peut pas couper un médecin en 2 ou en 3, donc disons 2 Prenons médecins, seulement la moyenne de deux. Voilà, 2 médecins sur 1000. Oui, 2 médecins théoriquement sur 1000 pour malades. 1000. Or, Mhm. nous savons que au Congo-Brazzaville, dans toute l'étendue du territoire, aucun département ne respecte ce ratio. Bon, ça, c'est un problème qui existe, pas seul, c'est pas un problème propre au Congo-Brazzaville, hein, c'est un problème propre, même ici en France, ça existe, c'est vrai. Mais l'idéal, c'est de s'en approcher. Malheureusement, nous sommes très loin du compte quand on sait qu'il n'y a aucun chirurgien. Maintenant, pour ce qui est du nombre de chirurgiens, euh, je me rappelle, en 2012, j'ai participé à une mission humanitaire dans la même ville. Nous étions venus avec des chirurgiens, des anesthésistes. Sur place, nous avions trouvé des chirurgiens qui, peut-être, peuvent m'écouter, des chirurgiens pour qui j'ai endormi leurs patients. Il y avait à l'époque, je pense, 2 ou 3 gynécologues. Il y avait 3 chirurgiens. Il y avait euh, un ORL, je crois, et un ophtalmo qui venait. Non, un ophtalmo, c'est l'ORL qui venait de Pointe-Noire de temps en temps. Voilà le ratio que j'ai trouvé sur place. Donc, pour un hôpital comme celui-ci, théoriquement, plutôt que de respecter le ratio, que le service de chirurgie soit déjà pourvu d'un chirurgien, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas. Voilà. Donc, plutôt Et que de parler donc, du on ratio, je peut vous parle du penser que ratio. les décès, tels qu'on les a dénombrés, certains malades pouvaient être sauvés, mais il manque de médecins et tout cela a dû contribuer aussi.
Vous savez, M. Perrin, à un certain moment, il faut finir avec cette langue de bois et dire les choses clairement. Je pense qu'en disant les choses clairement, à mon avis, c'est plus simple. Les gens comprennent mieux. Oui, je Évidemment, comprends. La déformation professionnelle aussi oblige, parce que pour le médecin, il faut appuyer là où ça fait mal, chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe avant de traiter. Et quand on n'a pas bien compris, quand on n'a pas bien nettoyé la plaie, elle ne peut pas guérir. Allons-y, docteur. effectivement, on peut dire que le retard dans la prise en charge, l'absence d'une bonne prise en charge de ces patients, je l'ai dit au début, que les antibiotiques suffisaient pour contenir euh, cette épidémie, ou cette triple épidémie, disons ça comme ça. Ça encore, c'est quelque chose sur lequel on pourra discuter longtemps, le terme triple épidémie, mais bon, on n'y est pas. Les patients auraient été pris en charge dès le début de l'épidémie. Je pense, et je ne suis pas le seul à penser ainsi, hein, ce n'est pas de la magie, penser comme ça, que on aurait pu sauver certains. L'absence du chirurgien, parce que le chirurgien, je t'ai dit, c'est la complication. Normalement, le chirurgien n'arrive au bout de chaîne, mais le médecin, effectivement, ce que je n'ai pas dit, il y a pas de chirurgien, mais il n'y a pas de spécialiste non plus, parce que ça, c'est le problème de l'infectiologue, ces maladies-là. Mais bon, ça, c'est pas la peine de rêver, il n'y en a pas, c'est comme ça. Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Il y a des médecins qui font bien des médecins généralistes qui font bien leur boulot là-bas. C'est très bien qu'ils trouvent ici toutes mes félicitations, mais ils sont médecins généralistes. Ils sont limités quelque part, non seulement par la connaissance aussi, hein, mais aussi par les moyens. Il faut dire qu'ils n'ont pas eu les moyens suffisants. Les dons dont vous avez fait état, je n'ai pas voulu m'étendre dessus parce que il y a eu des dons, mais ces dons-là ne sont n'étaient là que pour mendier le bulletin de vote du contribuable qui devait. Pour, Ben pour oui, les sénateurs, alors. tout à fait. Pourquoi? Mais parce qu'aujourd'hui, tout le monde a disparu. Aujourd'hui, tout le monde a disparu. Il reste que quelques associations. Tous ceux qui se sont agités à un moment donné, il n'y a plus rien. Il a suffi d'un traitement complet. En fait, je me réserve, quand je parle de traitement, je parle d'antibiotiques, vous le sentez peut-être, je me réserve de donner les noms des traitements Oui, parce que, évidemment, nous sommes à la télé. C'est oui, pas parce que autorisé de donner les noms des bactéries. déjà certains médecins m'ont dit que pour les malades qui étaient en ambulatoire, puisque comme ils venaient en grand nombre, il y a certains qu'on ne pouvait pas hospitaliser. Ils avaient donc les cas qui étaient les moins graves, ils hospitalisaient les cas graves et les très graves. Donc, les cas graves et les complications, on les hospitalisait. Les autres, ils les traitaient en ambulatoire. Donc, ceux qui arrivaient à acheter leurs médicaments partaient avec l'ordonnance, achetaient leurs médicaments, sauf que il y en a même un qui m'a juré que il met sa main au feu, il ne pense pas qu'il y ait eu un malade qui a eu tout son traitement complet. C'est des médicaments qui coûtent cher. Les protocoles, on les connaît. Les médicaments coûtent très cher. Ils commencent 2, 3 jours, ils s'arrêtent. Il va un peu mieux, il s'arrête. Et quand l'autre, le voisin, est malade, il lui dit, moi, on m'a donné ceci. Vous Et comprenez que l'autre obligé d'acheter le même produit il ne va acheter que le même automédic. produit sans savoir à quel stade de la maladie, lui, parce que tu peux être à un stade de complication déjà. Mais donc, sans aller voir le médecin, comme le voisin a été traité par ce médicament, et il le prend,
Il faut en On a sorte une automédication. automédication, effectivement. Voilà. Donc, il y a eu tous ces problèmes-là qui ont compliqué l'épidémie de la shigellose à Dolisie. Maintenant, la chirurgie, comme je disais, effectivement, on m'a dit qu'il n'y avait pas de kit. Parce que pour opérer, il y a le chirurgien, c'est vrai, mais il faut que le chirurgien vienne trouver du matériel. Donc, imaginez-vous, s'il n'y a pas un chirurgien pour utiliser un certain matériel ou pour s'occuper du matériel, effectivement, soit le matériel se rouille, soit le matériel n'est pas stérilisé, soit on n'en commande pas, puisqu'il n'y a personne qui va utiliser, ce qui se Donc, comprend. en fait, à Dolisie, c'est ce que j'ai semblé comprendre. Il n'y a pas seulement un problème de chirurgien qu'on pouvait affecter à Dolisie, mais il se pose aussi un problème de matériel, c'est-à-dire du plateau technique lui-même, des techniciens qui doivent travailler. Oui, 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 effectivement, c'est un problème. Ça aussi, c'est un problème, effectivement. Il faut qu'il y ait toute une équipe pour suivre le chirurgien. Il faut qu'il y ait un matériel que le chirurgien doit avoir. Chaque chirurgien qui vient donne sa liste. Normalement, c'est comme ça. Le chirurgien arrive, il donne sa liste, son kit à lui. Quand lui, il opère une appendicite, il lui faut ça, ça et ça. Quand c'est une hernie, il faut ça et ça. Ça veut dire quoi? Qu'aujourd'hui, à Dolisie, tu as une appendicite ou tu as une hernie qui s'étrangle, soit tu as la chance, tu arrives à Pointe-Noire, soit tu n'as pas la chance, tu meurs. Sauf si la hernie se réduit toute seule ou par des manœuvres médicales. Je crois que ce sera la dernière question. Le temps aussi est presque à la fin. Alors, quelles sont donc les chances d'éradiquer cette épidémie dans une ville comme Dolisie, comme partout ailleurs, hein, au Congo-Brazzaville? On peut parler aussi de Brazzaville. Les villes sont insalubres, ce n'est pas moi qui le dis. Lorsque vous lisez le rapport 2023, c'est ça, le classement 2023 de Forbes, un magazine américain, Forbes, qui place Brazzaville et Pointe-Noire parmi les 15 villes les plus sales au monde. Quelle est la chance d'éradiquer cette épidémie dans une ville comme Dolisie? Question difficile, M. Perrin. Mais ce qu'il faut savoir, M. Perrin, c'est qu'il y a l'eau, il y a l'air. Si vous avez 2 minutes, si vous pouvez me laisser Je développer vous un en prie, peu, oui, tout à fait, oui. il y a l'eau, il y a l'air. Certains disent qu'il y a la terre et il y a le feu. Ce sont des éléments de la nature. Ça veut dire qu'à l'état naturel, les deux premiers que je viens de citer sont purs. Leur pollution ne dépend presque exclusivement de l'homme. Mais je voulais m'arrêter sur l'eau, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Hein. La La chigolose, oui. chigellose, c'est une maladie de l'eau aussi. Vous voyez, c'est une maladie de l'eau. J'ai dit tout à l'heure, il faut De l'eau laver, sale, de l'eau souillée, de l'eau voilà, contaminée. de l'eau souillée. Donc, j'ai dit tout à l'heure qu'il faut laver et tout ça. Donc, pour ce qui est de l'eau, euh, sa qualité depuis des décennies a toujours été mise en cause par les consommateurs au Congo-Brazzaville. Alors que nous avons un réseau hydrographique très riche qui suscite même la convoitise de certains de nos frères africains qui sont vers Du les déserts Sahel, là-bas. prenons le cas, le désert, oui. J'ai même entendu quelqu'un dire que la guerre de l'eau sera la guerre de ce troisième millénaire. Vous voyez, la guerre de l'eau douce hein, sera la guerre de ce troisième millénaire. Or, nous, on n'a pas ce problème. On ne devait pas avoir ce problème. Comment comprendre que ce qui aurait pu être comme une richesse, comme une fierté, comme une source de richesse, donc de développement pour nous, devient, j'allais dire, une véritable source de maladie. Pourquoi ne pouvons-nous pas profiter de ce don du ciel pour la caresser utilement, cette eau? Pourquoi?
Pourquoi? Vraiment, je ne comprends pas. Comment expliquer que la seule société de distribution d'eau potable au Congo-Brazzaville est toujours pointée du doigt dans la survenue des épidémies de ce genre? Pour quelle raison? Mais c'est parce qu'elle ne travaille pas bien. C'est parce qu'elle ne travaille pas bien. En tout cas, moi, je m'interroge. Je ne comprends pas si quelqu'un peut m'expliquer. Je ne sais pas si quelqu'un se représente ce genre. Je sais pas. Je ne sais pas. Une journée ensoleillée, sans eau, tu restes chez toi, tu as une journée ensoleillée, tu n'as pas d'eau, tu n'as pas d'électricité. Bon, c'est pas la peine, je n'en parle pas. Tu n'as pas d'eau, mais tu payes à la fin du mois ton abonnement. Et quand Et l'eau si tu ne sort, payes pas, il y a des pénalités qui s'imposent. voilà, quand l'eau sort, c'est de la souille, c'est de la lie qu'on a, ou alors c'est impropre à la consommation, même dans les hôpitaux. Ça veut dire que, c'est pour revenir à votre question, que c'est difficile de s'en sortir si on ne voit pas le problème de façon générale. En fait, vous êtes en train de dire qu'il faut traiter le mal à la source, c'est ça. Il faut Il traiter le mal faut. à la source. Et en plus, vous êtes sanctionné. Hein. Si tu ne payes pas, tu es sanctionné. Alors que tu as fait un mois sans avoir de l'eau dans ta maison. Tu as fait 2 semaines sans avoir de l'eau chez toi. Rien du tout. On dit que le premier traitement, c'est la nourriture. Mais la nourriture est faite de 80% de l'eau. Ça veut dire que le premier médicament, c'est l'eau. Mais si déjà on n'a pas ça, comment on peut survivre? Comment? Tout ça, c'est pour dire que nous avons le choix. Soit on veut que ça change, ou on veut que ça continue comme ça. Et si on veut que ça change, nous savons ce qu'il faut faire. Voilà ce que je voulais dire. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à... Non, mais merci, docteur Clément Ikapi. C'est juste que j'étais en train de sourire parce que lorsque vous parlez de l'eau potable, qui est un grand souci au Congo-Brazzaville, même si le Premier ministre Anatole Koliné-Makosso ne veut pas le reconnaître. Alors, on nous dit au Congo-Brazzaville, il y a de l'eau potable. C'est ce que le directeur, sinon le patron de la LCDE, c'est comme ça qu'on appelle ça désormais, l'ancien SNDE, a déclaré que son eau est potable, mais avant de la consommer, il faut d'abord la bouillir. Je crois que Ça veut dire là, qu'il y a quelque chose tout le monde a, qui va pas. tout le monde a compris ce qui se passe au Congo. Merci beaucoup, docteur Clément Ikapi, d'avoir été avec nous aujourd'hui. En tout cas, grand merci de votre disponibilité, d'avoir répondu à nos questions. Le plaisir était le mien, Monsieur Perrin. Je vous en Merci. prie. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Les petits gestes, vous les connaissez. C'est juste une petite prière à vous rappeler de cliquer sur le petit pouce en l'air juste en bas de cette vidéo et de partager massivement l'émission. Dites-nous également en commentaire ce que vous pensez de cette émission. Cela nous fera plaisir. On se retrouve très prochainement. Merci. Au revoir. Au revoir.